Et on va aujourd'hui vous placoter un petit peu d'un sujet qui nous intéresse énormément à l'émission, qui nous a été demandé. Bon, il y a un de nos internautes, dont je me rappelle plus le nom, Jesse, je pense, qui était plus ou moins fan parce qu'il connaissait bien l'histoire, mais autour de lui, plein de gens s'y intéressent. Alors, Jesse, bonne fin de soirée. Et pour les autres, voici, et là, je vais aller montrer celui-là parce que, encore une fois, tu te ramasses avec du matériel que personne n'a. Ça vient de où, ça? Ça, lorsque j'ai enquêté sur le triangle des Bermudes, j'ai rencontré des gens de la US Navy qui sont en poste à Fort Lauderdale. Et évidemment, ils ont toute une collection d'avions qui ont marqué l'histoire de l'aviation de la US Navy. Et l'un de ces appareils, évidemment, et on va le comprendre, a joué un rôle important dans l'histoire du triangle des Bermudes. C'est un Grumman TBM-3 Avenger que l'on voit ici et qui m'a été donné de manière très amicale par les gens de la US Navy. Ils t'en donnent beaucoup des affaires, les gens que tu rencontres, j'ai remarqué. Je dois être têteux. C'est drôle qu'ils t'en donnent autant, je t'offre un café, tu veux rien, je comprends pas ce qui se passe. Alors, on parle du... OK, avant de commencer tout ça, je veux que tu me dises, toi, qu'est-ce que c'est pour toi le triangle des Bermudes? Est-ce que tu y crois? Parce que t'es allé, les gardes-côtes t'avaient donné une bonne ride, on a parlé la semaine passée. Oui, effectivement. Au final, toutes ces choses-là, tu me dis quoi? Ton côté scientifique dit quoi? Pour moi, le triangle des Bermudes, c'est une légende urbaine. Okay. Et on va essayer de la décanter un peu, cette légende urbaine. D'abord, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que ce triangle des Bermudes? Alors, imaginons, c'est une vaste zone océanique dont les côtés seraient délimités d'une part par la péninsule de la Floride, par les Bermudes et ensuite l'île de Porto Rico. Okay. C'est gigantesque. On parle ici de milliers de kilomètres au-dessus de l'océan et on parle de l'Atlantique Nord, mais à l'endroit où à peu près elle va flirter avec la mer des tropiques. Okay. Et on va comprendre que ça aura une influence. Donc, c'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Alors, pour les besoins de notre histoire, ce triangle des Bermudes, et on raconte qu'il y a des centaines de navires et d'avions qui auraient disparu dans cette région du monde. On va revenir d'ailleurs éventuellement sur le nombre de disparitions. Mais un événement en particulier est associé à ce triangle des Bermudes. Et c'est vrai que c'est un événement tout à fait extraordinaire. Alors là, on va faire un recul dans l'histoire, on va faire un bond et on se ramène en 1945. En fait, le triangle des Bermudes, je vous l'ai mentionné avant, qu'il est surtout connu à travers une série d'ouvrages signés par un type qui s'appelle Charles Berlitz. Oui. Berlitz va écrire The Bermuda Triangle dans les années 70. Ces ouvrages-là seront suivis par d'autres, signés par Berlitz et par d'autres auteurs, parce qu'on va capitaliser là-dessus. On va cimenter donc la légende du triangle des Bermudes. Ces ouvrages seront traduits éventuellement en français, en anglais, dans toutes sortes de langues, ce qui va faire du triangle des Bermudes l'une des énigmes les mieux documentées, mais également les plus populaires à travers le monde. Oui, bien, ce sont devenus des best-sellers assez rapidement. Oui, même dans le cas des ouvrages de Berlitz, ils ont même été adaptés dans des documentaires que l'on a présentés à la télévision, présentant bien sûr l'ensemble de ces disparitions. Et puisqu'on parle de ces disparitions, l'une d'entre elles a particulièrement marqué l'imaginaire. Et là, on se recule en 1945. Nous sommes en décembre 1945 et on a un envolé, en fait, des avions qui doivent faire un vol, 5 appareils, des Grumman Avenger. Ils doivent se rendre près des îles de la Grande Bahama, bombarder une carcasse de navire qui était mise dans l'océan, remonter un peu vers le nord et regagner éventuellement la péninsule de la Floride, Fort Lauderdale. C'est là que se trouve la base de la US Navy à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'aéroport de Fort Lauderdale qui se trouve à ce moment-là. La base n'existe plus. Donc, ce jour-là, ce 5 décembre 1945, on a 5 bombardiers. Généralement, les avions Avenger comptent un équipage de 3 personnes. On a le pilote, on a l'officier radio et on a l'artilleur qui se trouve dans une espèce de bulle à l'arrière de l'avion. Donc, on a généralement 3 hommes par appareil. Ce jour-là, l'un d'entre eux va se porter malade, un certain Alan Costner. Il se présentera pas. Donc, l'escadron va prendre son envol avec 14 hommes d'équipage au lieu de 15. Il est 14h10, il est midi, lorsque les appareils décollent, il est 14h10. Les conditions météo sont relativement bonnes en ce début d'après-midi. Et comme je l'ai mentionné, les appareils doivent se rendre au Bahama, bombarder une carcasse de navire, remonter vers le nord et revenir. Mais les choses n'iront pas forcément dans cet angle-là. D'ailleurs, on va voir ce fameux avion, parce qu'il est un peu à l'origine de ce mystère. De quoi parle-t-on exactement? Ce sont 5 de ces modèles-là qui se sont envolés. Là, ici, on voit, c'est un avion Avenger restauré. Ce sont des avions qui ont eu une carrière redoutable durant la Deuxième Guerre mondiale.
Comme on le voit, les ailes pouvaient être repliées sur l'appareil, ce qui maximisait bien sûr l'espace sur les porte-avions. Donc, ce sont des avions qui ont été abondamment utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale et en particulier lancés depuis des porte-avions. Ils ont été très utiles, notamment dans la guerre du Pacifique. Ce sont des avions qui étaient excessivement fiables et évidemment, ils sont demeurés en service quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, là, au début des années 50, on utilisait encore de ces fameux avions Avenger. Donc, ce sont des appareils de ce type-là qui vont prendre leur envol, comme je l'ai mentionné. On est le 5 décembre 1945. Ces appareils se lancent sur la piste, 14 hommes d'équipage. Mais là, on n'est pas ici en présence de super pilotes. Ça, on va tout de suite démonter cette légende-là. On nous parle de pilotes chevronnés, ce qui n'est pas le cas avec notre escadron ici, qui s'appelle le Vol 19. Notre escadron, en fait, est composé d'élèves pilotes. Des cadets, là. Ce sont des cadets. Okay. Il n'y a qu'un seul pilote chevronné et ce pilote-là est le commandant de l'escadron, un dénommé Charles Taylor. Mais il y a un petit talon d'Achille, notre Charles Taylor, et qui aura ses conséquences. Charles Taylor est un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Il a fait son entraînement dans les Key West, donc ce chapelet d'îlots qui se trouve au sud de la Floride, oui. Et il est nouvellement arrivé à la base de Fort Lauderdale. Et ce jour-là, c'est lui qui est assigné pour être le chef de l'escadron de ce fameux Vol 19. Donc, les appareils décollent et la première partie de l'envolée se fait relativement bien. Donc, on se dirige vers les Bahamas, on localise cette carcasse de navire qu'on va bombarder, et puis ensuite, l'escadron décide de remonter vers le nord. Il faut comprendre qu'on est quelques jours avant Noël et qu'il y a une sorte de prime qui est donnée aux pilotes en fonction du temps demeuré en air. OK. Et comme on est juste avant Noël, ben tu comprends, quelques dollars de plus sur la prime de Noël, ça fait toujours du bien. Bien sûr. Alors, comme les appareils ont une longue autonomie, on se dit, ben pourquoi pas prolonger un peu le vol. Donc, on va déborder un peu de la trajectoire initiale, on va remonter, on va aller un peu plus à l'est et on va remonter un peu plus au nord. Et puis arrive 14 heures. Alors là, il y a quelque chose qui va pas très bien. Vers 14 heures, le commandant de l'escadron, Charles Taylor, communique à la tour de contrôle de Fort Lauderdale et là, il dit, il y a quelque chose qui va pas bien. OK. Je crois être complètement perdu, mais mon compas est déréglé, il y a des trucs qui vont pas bien. Alors là, évidemment, on est un peu estomaqué à Fort Lauderdale parce que c'est vrai qu'au large, une tempête est en train de se préparer. Donc, les conditions se détériorent rapidement. Mais au moment où Taylor adresse cette information à la tour de contrôle, tout va pour le mieux et on ne comprend pas qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi Taylor dit que ses compas sont déréglés. Et pourquoi il est-il le seul à rapporter cette anomalie alors que tous les autres élèves pilotes qui sont avec lui, on n'a pas cette impression-là dans les échanges de communication. Okay. Et il faut dire qu'à ce moment-là, il y a aussi un autre de ces appareils Avenger qui est en vol au-dessus de la Floride, en fait à peu près dans le même secteur que notre fameux escadron, qui est dirigé par le lieutenant Cox. Alors là, on aura 3 séries de communications. On a le vol 19, on a les tours de contrôle au sol, Fort Lauderdale en particulier, et tout près de Fort Lauderdale, il y a aussi une station radio. À l'époque, on appelait ça des sans-filistes, des communications radio sans fil. Ah, OK. Sans-filistes. OK. Donc, on a les sans-filistes qui sont à Banana River, et on a le lieutenant Cox qui est en vol et qui, donc, on a un échange de tous ces groupes-là. Et c'est toujours Taylor qui prend la parole et Taylor est à peu près le seul à rapporter ces anomalies. Donc, mes compas sont déréglés, j'ai l'impression d'être complètement perdu. Alors, il demande l'aide du sol pour le ramener à bon port. Où est-ce qu'il pense qu'il est à ce moment-là? Écoute, là, il y a quelque chose, c'est absolument fascinant. Et ça va... En fait, c'est un peu la clé de l'énigme. OK. En fait, Taylor dit, je crois être, à un moment donné, alors que ces échanges, il dit, je crois être au-dessus des Key West. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Évidemment, à la base de Banana River et Fort Lauderdale, on a un petit peu de la difficulté à comprendre comment un escadron parti vers l'est peut-il se retrouver autant au sud. Alors, on va essayer de faire un truc, là, en fait, les ramener à la base comme on ramènerait un poisson avec un fil de pêche. OK. Donc, on a une portée radio. Donc, on se dit, on va augmenter la portée radio de manière à bien entendre les communications avec le commandant Taylor. Et au fur et à mesure où cette communication-là va s'établir, on va diminuer la portée radio. Si la force de la communication diminue, c'est donc que les avions s'éloignent de la portée.
Okay. Mais si la communication demeure forte, c'est que les avions sont dans la bonne direction. Alors, c'est ce que l'on fait. Donc, on augmente cette portée et on entend très bien les communications radio. Taylor parle, il est toujours aussi confus sur la position où se trouve l'escadron. Est-ce que c'est le seul qui est confus? En fait, à un moment donné, il y a un élève pilote qui va dire au commandant Taylor, « Commandant, je suis pas convaincu qu'on se trouve là où vous dites. » Mais Taylor, évidemment, va fermer la porte puisque c'est lui l'entraîneur. Ouais. Et dans l'armée, bien évidemment, et là, d'autant plus, on est dans les années 40. C'est le genre de truc, on ne veut pas d'insubordination dans l'équipage. Okay. Donc, Taylor dit, c'est moi qui contrôle, donc vous faites ce que je dis. Alors, on va essayer de faire ça. Les communications deviennent de plus en plus fortes. Et puis, à un moment donné, de manière inattendue, alors qu'on est persuadé que Taylor se dirige vers la côte, donc qu'il est sur la bonne voie. Oui. Taylor va changer son discours en disant « Je suis convaincu que je suis au-dessus des Key West, et si je continue dans cette direction-là, je vais me perdre quelque part dans le golfe du Mexique. » Alors, il décide de changer de trajectoire. Et peu à peu, les communications radio vont s'affaiblir, et on va perdre tout le contact avec le fameux vol 19. Vers 19h, alors que les appareils sont pas revenus, et on sait que l'autonomie de vol, cette fois, est épuisée, oui. Les réserves de carburant sont épuisées, on se dit que ces appareils étaient quand même en mesure d'amérir, ils pouvaient demeurer à flot pendant à peu près 90 secondes, et l'équipage bénéficiait d'un entraînement qui leur permettait de quitter l'appareil en 60 secondes. Donc, ils bénéficiaient quand même d'un 30 secondes de marge pour pouvoir quitter l'appareil. Mais, rappelle-toi, il y a quand même des conditions météo qui se détériorent. Ce soir-là, il pleut abondamment, il y a des vents forts, la mer est houleuse, mais on se dit, il y a peut-être une chance que l'équipage a survécu. Alors, on décide d'envoyer des avions, des bateaux de secours, et parmi les appareils, on décide d'envoyer notamment un gros Martin Mariner. On va voir des images. C'est un gros appareil qui est conçu pour des missions en haute mer. Il peut amérer, et on espère qu'avec un appareil comme celui-là, on va localiser les pilotes et pouvoir ramener les survivants. Mais par un concours de circonstances tout à fait incroyable, le Martin Mariner disparaît à son tour. Donc là, ce jour-là, l'armée, la US Navy n'a pas perdu que son escadron de ses 5 bombardiers Avenger, elle a également perdu ce gros avion, ce gros Martin Mariner. Alors, c'est assez ça pour faire partir les rumeurs. Alors, évidemment, c'est quand même tout à fait mystérieux. Oui. Alors, il y aura une enquête qui sera menée par la US Navy pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que on a pu perdre un escadron de 5 bombardiers Avenger, 14 membres d'équipage, et ensuite ce gros Martin Mariner avec tout son équipage à bord. En janvier 1946, la US Navy rend public son rapport d'investigation sur la disparition du vol 19. Et on va voir, pour la première fois, je vais montrer des images parce que j'ai eu accès à ces fameux dossiers. Oh. Donc, la US Navy rend public son rapport. Et pour elle, il est clair que pour la disparition de ces jeunes officiers... C'est eux autres, là. C'est ici que l'on voit, donc, qui sont devant, justement, un de ces Avengers. Et on voit ici le commandant Charles Taylor, qui était le chef de l'escadron. Fait que c'est lui qui était gazé, là, qui disait, on est à telle place, mais finalement, il n'est pas là. Pour la US Navy, il est l'homme par lequel le scandale arrive. Ouais. Hein, donc, et là, on voit les fameuses fiches techniques du rapport d'enquête. Pour les militaires, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une erreur mécanique, mais bel et bien d'une erreur de pilotage. Et cette erreur de pilotage, elle est attribuable essentiellement au commandant Charles Taylor. En fait, l'erreur de Taylor, c'est d'avoir cru à un moment donné qu'il se trouvait là où il n'était pas. Hein, on le comprend, je l'ai mentionné, il venait du sud de la Floride, où il avait fait son entraînement au-dessus des Keys. Et d'après les rapports d'après l'enquête de la US Navy, à un moment donné, durant le vol, l'erreur de Taylor, c'est d'avoir confondu, on voit ici les Bahamas, il y a tout un chapelet d'îlots. Et vu du ciel, ces îlots ressemblent effectivement aux Keys. Oui, c'est vrai. Donc, on croit qu'à un moment donné, Taylor a cru que l'escadron se trouvait au-dessus des Keys parce qu'il croyait reconnaître des îles qu'il voyait dans la mer. Il lui a dit, tiens, ça ressemble aux Keys, alors qu'en fait, c'était des îles des Bahamas. Donc, il y a vraiment eu un problème technique. Là. Ces équipements étaient déréglés. Ouais, ils n'étaient pas déréglés. Non. Mais à partir du moment où lui croit qu'il est au-dessus des Key West, ces appareils ne font plus de sens. Ces appareils lui indiquent qu'il vole effectivement à l'est. Il était gazé. Quand je disais ça en joke tantôt, il était vraiment gazé. Donc, il est convaincu. Alors, comme il est persuadé qu'il vole au sud, quand il regarde ses compas qui lui indiquent qu'il vole à l'est, il arrive à la conclusion que, bien sûr, ses compas sont déréglés. Mais on comprend que les jeunes élèves pilotes qui sont avec lui ne partagent pas son opinion, d'où cette volonté de l'un d'entre eux de s'interposer. Mais malheureusement, Taylor fait la sourde oreille aux commentaires de ces jeunes élèves pilotes et il va
continuer de croire qu'il est au sud, qu'il est en fait au-dessus des Keys. Et là, évidemment, ça va entraîner, à partir du moment où il croit ça, on comprend qu'il est perdu. Je t'ai préparé une série de tableaux pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, vers 14h, quand Taylor communique avec Fort Lauderdale, il croit, en fait, on est certain qu'il était au-dessus de la Grande Bahama, donc où on le voit là, il communique, il est à peu près 16h, et c'est là qu'il annonce que lui dit « Je crois être au-dessus des Keys ». On va voir un deuxième tableau où il situe, lui, son avion. On voit l'avion fantôme où il se trouve probablement, et en dessous, l'avion, là où il croit, lui, se trouver. Okay. Donc, il croit qu'il est au-dessus des Keys. Okay. Alors là, il y a évidemment une dichotomie entre ce que la tour de contrôle croit et ce que lui raconte. Alors là, on essaie de le ramener, comme je l'ai mentionné, avec cette longueur d'onde radio. On jigue. On jigue, et là, tu vois, un nouveau tableau. On croit vers à peu près 15h, 15h15, on croit que l'appareil a dépassé les Grandes Bahamas et il se dirige effectivement vers la péninsule de la Floride. Tout est beau. Tout est beau. Mais Taylor, lui, ne croit pas ça. On voit un autre tableau où lui croit réellement se trouver, toujours à la pointe des Keys, et là, il est persuadé qu'il se dirige vers le golfe du Mexique. Alors, évidemment, l'impensable se produit lorsqu'il décide soudainement de changer de trajectoire et de remonter vers le nord. Comme il se trouve, et là on le voit sur le prochain tableau, comme il se trouve au large de la Floride, entre les Bahamas et la Floride, remonter vers le nord, c'était se diriger vers l'océan avec destination prochaine, la Grande-Bretagne. Donc évidemment, il n'y avait pas une autonomie de carburant qui lui permettait de rejoindre l'Europe. Et comme lui se croit au-dessus des Keys, bien évidemment, pour lui, cette décision-là fait sens. On va le voir, si on regarde le tableau, s'il est au-dessus des Keys, bien évidemment, remonter vers le nord le ramène vers la péninsule de la Floride. Mais comme il ne se trouve pas là, il se trouve en fait du côté est de la péninsule, il va entraîner les appareils beaucoup plus au nord, presque pratiquement vers la Virginie, là, au large de la Virginie, et on va voir un tableau où on croit à peu près que les appareils auraient pu tomber. Donc, ils sont probablement dans ce secteur-là, probablement, on suppose, que les pilotes ont voulu demeurer groupés ensemble parce qu'ils avaient plus de chances de survivre. À partir du moment où on va faire amérir les 5 avions, on peut se porter secours les uns des autres. Je comprends. Donc, probablement que l'escadron est resté groupé et l'escadron a tenté d'amérir quelque part là, en remontant vers le nord de la Floride, en se dirigeant vers l'Europe. Est-ce qu'on a retrouvé les épaves? Voilà. Donc, la grande problématique avec cette région-là de l'océan, c'est qu'on on déborde du plateau continental et là, l'océan plonge à 4000 mètres de profondeur. C'est la profondeur où se trouve le Titanic lorsqu'on a découvert l'épave. OK, je savais pas ça. Il faut vraiment des appareils, des sous-marins ultra sophistiqués pour descendre à ces profondeurs. Et puis voilà qu'une sorte de coup de dé, à un moment donné, va faire renaître l'espoir. Tu te rappelles, je crois, c'est 1986, l'explosion de la navette Challenger oui, bien sûr. sur le pas de tir. En fait, à 1 minute après avoir quitté le pas de tir, elle explose et des débris de la navette vont se répandre un peu partout dans l'océan, au large de la Floride. Donc, on va mobiliser toutes sortes d'efforts techniques, des sous-marins notamment, pour retrouver des morceaux de l'épave de la navette pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà que durant l'une de ces missions, on va retrouver au fond de la mer, au large de la Floride, un TBM Grumman Avenger sur le dos. Ben, est-ce que c'en est un, ça, qui s'est disparu? Alors, évidemment, tu comprends que l'espoir renaît, la presse évoque ça. On aurait peut-être retrouvé l'un des avions manquants du fameux escadron, mais lorsque l'on va ressortir l'épave, parce qu'on va ramener l'épave à la surface, on va comparer des morceaux de pièces, des numéros de moteur, entre autres, et on va déterminer que cet appareil-là n'est pas l'un de ces fameux Avengers. Ah, t'es plein de déceptions, arrête. Voilà. Donc, pour l'instant, aucun débris, aucune pièce provenant de l'escadron perdu n'a jamais été retrouvée. Alors, tu comprends que pour les autorités, il s'agit d'une erreur mécanique, pas d'une erreur mécanique, mais d'une erreur de pilotage. Oui. Rien à voir avec la mécanique de l'appareil, les compas étaient parfaitement fonctionnels, tout allait très bien. Quant au fameux Martin Mariner, parce qu'évidemment, on se pose la question, si le Martin Mariner, lui, est disparu, comment expliquer qu'il disparaît conjointement avec la disparition du... Oui, c'est ça. C'est une coïncidence. Parce que oui, Éric, des coïncidences extraordinaires, il y en a dans la vie. Il y en a dans la vie. Et c'est une coïncidence extraordinaire. Les Martin Mariner étaient des gros appareils qui avaient des problèmes en alimentation de carburant. Et très rapidement, l'intérieur de l'appareil se saturait en vapeur d'essence. Oh. Il suffisait d'une simple étincelle à l'intérieur pour que l'appareil explose.
Et voilà que ce Martin Mariner, ce gros appareil, décolle de la base de Fort Lauderdale aux alentours de 19h. À 19h10, un groupe de pêcheurs qui se trouve au large de Miami entendent une détonation et voient une boule de feu plonger dans la mer. Oh. Pour la US Navy, il ne fait aucun doute que cette boule de feu est l'explosion du Martin Mariner. C'est une coïncidence. Okay. Un incident mécanique a entraîné l'explosion du Martin Mariner. Ça s'est produit alors qu'il se lançait à la recherche de l'escadron perdu, mais on est ici en présence de deux événements complètement séparés. Ce n'est qu'un hasard, comme il y en a malheureusement dans l'histoire, qui va faire que ces deux appareils, en fait, que ces deux incidents vont se produire en même temps. Donc, pour ce qui est du vol 19, je pense qu'on a un peu notre explication. Et je crois que tous les faits vérifiés, vérifiables, permettent d'accréditer cette version de la US Navy. Est-ce que je peux te poser la question? Est-ce qu'il y a eu plus d'avions disparus ou de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on pourrait dire ça pour expliquer le mystère? Et ça, c'est en fait la grande question. Okay. La réponse à cette interrogation, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus d'incidents dans le triangle des Bermudes. Quand je parle d'incidents, c'est disparition d'avions, disparition de bateaux retrouvés à l'abandon, donc il y a toutes sortes de trucs. Donc, il y a 5 fois plus d'incidents comme celui-là dans le triangle des Bermudes, mais il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de trafic aérien et maritime dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. Okay. Donc, au prorata, il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. Et je trouve ça un peu ridicule, je ne le cache pas, de voir toutes sortes d'émissions ces dernières années. On a vu des émissions sur « Essayons de trouver le mystère du triangle des Bermudes ». Est-ce qu'il s'agirait, par exemple, de nappes de gaz qui remonteraient à la surface, d'un qui entraîneraient des bateaux, le pôle magnétique? Non, il n'y a pas plus de disparitions là qu'il y en a au large du Labrador ou au large de la France. C'est simplement parce qu'il y a simplement le trafic est plus dense dans cette région-là du monde qu'ailleurs. Et bien sûr, comme on le sait, quand on regarde chaque automne, il y a le développement de ces tempêtes tropicales qui frappent la Floride et les Antilles. Octobre-novembre, là, c'est assez catastrophique. Alors, où est-ce que ça se produit, ces tempêtes-là? Où elles se développent, ces tempêtes-là? Justement dans le triangle des Bermudes. Posons-nous la question, c'est un endroit qui, somme toute, est excessivement instable sur le plan de la température et qui peut bien sûr expliquer un certain nombre de disparitions. Mais pas juste ça, c'est 4000 mètres d'eau. Tu perds un avion, je veux dire, descendre un sous-marin à 4 km de profond, ça prend de l'équipement. Ça prend de l'équipement, des sous. Exact. Et c'est assez amusant parce que, un moment donné, lorsque j'ai enquêté sur le triangle des Bermudes avec les gardes-côtes, eux me disaient, vous savez, M. Page, dans le triangle des Bermudes, il n'y a jamais de disparition inexplicable. Il y a toujours des disparitions insuffisamment documentées. Et l'un d'entre eux me faisait la remarque, il dit, c'est curieux parce que si ce sont des extraterrestres ou des vortex vers d'autres dimensions, ne trouvez-vous pas curieux que c'est toujours au-dessus de l'océan? On n'a jamais vu un train disparaître. C'est toujours des avions, c'est toujours des bateaux, mais jamais un train. Alors là, il faut effectivement se poser la question. Et ce qui est aussi intéressant dans le triangle des Bermudes, c'est qu'on voit ici une mécanique qui est assez propre aux amateurs de mystère. Les amateurs de mystère, que ce soit les extraterrestres, que ce soit les fantômes, que ce soit des disparitions dans le triangle des Bermudes, ils focalisent souvent vers l'idée d'une explication unique. Donc, one size fits all. Ouais, exactement. Donc, comment peut-on expliquer, avec une explication unique, l'ensemble des disparitions dans le triangle des Bermudes? Impossible. C'est impossible. Donc, parce que c'est impossible, est-ce que je dois en conclure que c'est forcément surnaturel? Pas du tout. C'est un peu comme si j'essayais d'expliquer tous les accidents survenus le long de l'autoroute 20 en essayant de trouver une explication unique. C'est une utopie. Donc, est-ce que les accidents de l'autoroute 20 sont surnaturels? Pas du tout. Mais si on les prend séparément, chaque incident par lui-même, on va découvrir que dans certains cas, c'est un bris mécanique, dans d'autres cas, de l'alcool au volant, un autre cas, la vitesse. Donc, dans le cas du triangle des Bermudes, si on reprend chacune des disparitions du triangle des Bermudes, une à une, je te dirais que dans 99% des cas, on va retrouver une explication rationnelle qui explique pourquoi l'avion est disparu, pourquoi le navire n'est pas rentré à bon port. Donc, je pense que c'est un mystère qu'on a gonflé. Ça fait de la bonne littérature, ça fait vendre du papier, des bons films, des bons livres. Mais je pense que de manière rationnelle, le triangle des Bermudes n'est pas plus mystérieux que aller naviguer au large du Labrador ou de la Nouvelle-Écosse. C'est une autoroute très empruntée. Oui, parce qu'il faut comprendre que quand il y a un trafic par exemple, lorsqu'on parle de navires marchands, autrefois, avant la construction du canal de Panama,
lorsque l'on voulait faire des échanges avec la côte ouest américaine, il fallait débarquer les marchandises sur la côte est et les acheminer par transport ferroviaire jusque sur la côte ouest. Si on voulait directement se rendre sur la côte ouest, il fallait que les navires passent complètement au sud de l'Amérique du Sud et remonter de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Les Amériques, c'est un bloc complet du nord, du pôle nord pratiquement à l'Antarctique. Donc, on comprend, c'est impossible à peu près de passer là. Et puis, c'est la raison pour laquelle, dans la partie la plus étroite des Amériques, on a construit le canal de Panama. Donc maintenant, tout le trafic maritime qui vient d'Europe, qui veulent faire des échanges avec la côte ouest, bien évidemment, vont passer par ce canal de Panama. Donc, ça devient une sorte d'entonnoir vers lequel tous les navires marchands vont s'engouffrer pour pouvoir passer au canal de Panama. Et bien sûr, à travers tout ça, il y aura des incidents mystérieux que certains attribueront au triangle des Bermudes. Les gardes-côtes me racontaient également que tu sais que lorsque l'on est, par exemple, à Miami ou à Fort Lauderdale, on est à quelques heures à peine avec un bon bateau, on est à quelques heures à peine des Bahamas. Donc, souvent, l'alcool aidant, probablement, Monsieur X ou Y décide de montrer qu'il y a un gros bateau. Donc, on amène des amis sur le navire et on ne se soucie pas des conditions météo qui se développent au large. Et qui se dégradent rapidement dans ce coin-là. Et les gardes-côtes avaient tous à peu près le même discours. On ne plaisante pas avec la mer. Oui, c'est ça. Rien à voir avec le triangle des Bermudes. On ne plaisante pas avec la mer. Exact, donc, si on prend un bateau et on décide d'aller vers les Bahamas, on est peu soucieux des conditions météo qui se dégradent, bien évidemment, il pourra y arriver une catastrophe. Ensuite, trouver un navire abandonné. Évidemment, lorsque le skipper est plus là, on peut supposer qu'il est enlevé par des extraterrestres. Mais il a pu aussi passer par-dessus bord, tout simplement. Il n'a pas à avoir été en mesure de remonter à bord à bord du bateau, où il s'est noyé, ou un truc comme ça. Donc, on retrouve un navire abandonné sur la mer. C'est sûr que ça ressemble mystérieux. Mais somme toute, 1000 éléments peuvent expliquer pourquoi, 1000 scénarios peuvent expliquer pourquoi le navire a été abandonné. Est-ce que dans ta jeunesse, ça a été des discussions? Je me rappelle très bien de mes tantes qui venaient à la maison, Francine, Ghislaine et compagnie, puis mes oncles. Et on avait tous une histoire sur le triangle des Bermudes qu'on avait entendue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc, tu répétais quelque chose que tu avais entendu d'un ami, ce qui crée des mythes extraordinaires. Oui, et le triangle des Bermudes, à mon avis, est probablement dans l'univers du paranormal. C'est sans aucun doute le mythe qui a la vie la plus... En fait, que la couenne la plus dure. Là, parce qu'on a beau essayer... Tout y résiste. Oui, parce qu'on a beau apporter des explications, et je le sais, là, je pense, les rapports ont été publiés, on sait à peu près ce qui est advenu du fameux vol 19 qui est à l'origine de ce fameux triangle des Bermudes, mais quand on regarde l'ensemble de toute cette documentation-là, je peux t'assurer que demain, encore une fois, on va ramener à nouveau cette histoire du triangle des Bermudes et le mystère de la disparition du vol 19, qui pourtant, depuis 1946, a clairement été expliqué par les autorités navales. C'est fascinant quand même si tu nous pètes un peu notre bulle, on va se le dire. Là. Malheureusement, mais bon. Mais j'aime mieux savoir ça que de commencer à avoir peur, parce que ça m'arrive des fois de prendre... 2 fois dans ma vie, j'ai pris une croisière qui partait de là, de la Floride, et qui s'en allait directement vers les Bermudes. Et je vais t'avouer que j'y ai pensé. Ouais. Et un jour, j'aimerais peut-être recevoir Michel Barrette, si tu nous écoutes. Michel, qui est un collègue de travail depuis des années. Michel, qui a vu des choses lorsqu'il était en croisière sur un bateau qui, je pense, passait par les Bermudes. Ouais, je me rappelle qu'il me racontait d'ailleurs cette anecdote-là. Des lumières au loin, là, c'est ça. Exact. Et il me racontait qu'il en avait parlé d'ailleurs à son beau-père, qui l'a regardé d'ailleurs d'un œil interrogateur. Tu veux vraiment marier ma fille? Voilà. Pas de chance. Donc, effectivement, il y a toutes sortes d'histoires fantastiques. La mer est une pépinière à histoire fabuleuse. Ouais. Mais avant de conclure à des vortex vers d'autres dimensions, des extraterrestres en balade. Ou des intraterrestres. Et tu sais qu'il y a toutes sortes de légendes qui voudraient qu'il y ait des bases sous-marines. Je me rappelle avoir lu aussi que l'Atlantide se trouverait au fond du triangle des Bermudes. Mm-hmm. Ce serait en fait un reliquat de l'Atlantide qui ferait que des bateaux et des avions disparaîtraient. Donc, on cherche le mensonge et on vote tout le monde à la maison. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une histoire fascinante, mais je pense qu'on a des explications rationnelles pour à peu près l'ensemble des disparitions, soit d'avions ou de bateaux survenus dans le triangle. Merci de nous avoir débunké ça, comme on dit. Ça m'a fait plaisir. En particulier, lancés depuis des porte-avions, ils ont été très utiles, notamment dans la guerre du Pacifique. Ce sont des avions qui étaient excessivement fiables et évidemment, ils sont demeurés en service quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, là, au début des années 50, on utilisait encore de ces fameux avions Avenger.
Donc, ce sont des appareils de ce type-là qui vont prendre leur envol, comme je l'ai mentionné. On est le 5 décembre 45. Ces appareils se lancent sur la piste, 14 hommes d'équipage. Mais là, on n'est pas ici en présence de super pilotes. Ça, on va tout de suite démonter cette légende-là. On nous parle de pilotes chevronnés, ce qui n'est pas le cas avec notre escadron ici, qui s'appelle le Vol 19. Notre escadron, en fait, est composé d'élèves pilotes. Des cadets, là. Ce sont des cadets. Okay. Il n'y a qu'un seul pilote chevronné et ce pilote-là est le commandant de l'escadron, un dénommé Charles Taylor. Mais il y a un petit talon d'Achille, notre Charles Taylor, et qui aura ses conséquences. Charles Taylor est un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Il a fait son entraînement dans les Key West, donc ce chapelet d'îlots qui se trouve au sud de la Floride, oui. Et il est nouvellement arrivé à la base de Fort Lauderdale. Et ce jour-là, c'est lui qui est assigné pour être le chef de l'escadron de ce fameux Vol 19. Donc, les appareils décollent et la première partie de l'envolée se fait relativement bien. Donc, on se dirige vers les Bahamas, on localise cette carcasse de navire qu'on va bombarder, et puis ensuite, l'escadron décide de remonter vers le nord. Il faut comprendre qu'on est quelques jours avant Noël et qu'il y a une sorte de prime qui est donnée aux pilotes en fonction du temps demeuré en air. OK. Et comme on est juste avant Noël, ben tu comprends, quelques dollars de plus sur la prime de Noël, ça fait toujours du bien. Bien sûr. Alors, comme les appareils ont une longue autonomie, on se dit, ben pourquoi pas prolonger un peu le vol. Donc, on va déborder un peu de la trajectoire initiale, on va remonter, on va aller un peu plus à l'est et on va remonter un peu plus au nord. Et puis arrive 14 heures. Alors là, il y a quelque chose qui va pas très bien. Vers 14 heures, le commandant de l'escadron, Charles Taylor, communique à la tour de contrôle de Fort Lauderdale et là, il dit, il y a quelque chose qui va pas bien. OK. Je crois être complètement perdu, mais mon compas est déréglé, il y a des trucs qui vont pas bien. Alors là, évidemment, on est un peu estomaqué à Fort Lauderdale parce que c'est vrai qu'au large, une tempête est en train de se préparer. Donc, les conditions se détériorent rapidement. Mais au moment où Taylor adresse cette information à la tour de contrôle, tout va pour le mieux et on ne comprend pas qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi Taylor dit que ses compas sont déréglés. Et pourquoi il est-il le seul à rapporter cette anomalie alors que tous les autres élèves pilotes qui sont avec lui, on n'a pas cette impression-là dans les échanges de communication. Okay. Et il faut dire qu'à ce moment-là, il y a aussi un autre de ces appareils Avenger. C'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus d'incidents dans le triangle des Bermudes. Quand je parle d'incidents, c'est disparition d'avions, disparition de bateaux retrouvés à l'abandon, donc il y a toutes sortes de trucs. Donc, il y a 5 fois plus d'incidents comme celui-là dans le triangle des Bermudes, mais il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de trafic aérien et maritime dans le triangle des Bermudes donc, ça fait que partout ailleurs. Okay. Donc, au prorata, il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. Et je trouve ça un peu ridicule, je ne le cache pas, de voir toutes sortes d'émissions ces dernières années. On a vu des émissions sur « Essayons de trouver le mystère du triangle des Bermudes ». Est-ce qu'il s'agirait, par exemple, de nappes de gaz qui remonteraient à la surface, d'un qui pôle entraîneraient magnétique, des bateaux, le pôle magnétique? Non, il n'y a pas plus de disparitions là qu'il y en a au large du Labrador ou au large de la France. C'est simplement parce qu'il y a simplement le trafic est plus dense dans cette région-là du monde qu'ailleurs. Et bien sûr, comme on le sait, quand on regarde chaque automne, il y a le développement de ces tempêtes tropicales qui frappent la Floride et les Antilles. Octobre-novembre, là, c'est assez catastrophique. Alors, où est-ce que ça se produit, ces tempêtes-là? Où elles se développent, ces tempêtes-là? Justement dans le triangle des Bermudes. Posons-nous la question, c'est un endroit qui, somme toute, est excessivement instable sur le plan de la température et qui peut bien sûr expliquer un certain nombre de disparitions. Mais pas juste ça, c'est 4000 mètres d'eau. Tu perds un avion, je veux dire, descendre un sous-marin à 4 km de profond, ça prend de l'équipement. Ça prend de l'équipement, des sous. Exact. Et c'est assez amusant parce que un moment donné, lorsque j'ai enquêté sur le triangle des Bermudes avec les gardes-côtes, eux me disaient, vous savez, M. Page, dans le triangle des Bermudes, il n'y a jamais de disparition inexplicable. Il y a toujours des disparitions insuffisamment documentées. Ouais. Et l'un d'entre eux me faisait la remarque, il dit, c'est curieux parce que si ce sont des extraterrestres ou des vortex vers d'autres dimensions, ne trouvez-vous pas curieux que c'est toujours au-dessus de l'océan? On n'a jamais vu un train disparaître. C'est toujours des avions, c'est toujours des bateaux, mais jamais un train. Alors là, il faut effectivement se poser la question. Et ce qui est aussi intéressant dans le triangle des Bermudes, c'est qu'on voit ici une mécanique qui est assez propre aux amateurs de mystère.
Les amateurs de mystère, que ce soit les extraterrestres, que ce soit les fantômes, que ce soit des disparitions dans le triangle des Bermudes, ils focalisent souvent vers l'idée d'une explication unique. OK. Donc, one size fits all. Ouais, exactement. Okay. Donc, comment peut-on expliquer, avec une explication unique, l'ensemble des disparitions dans le triangle des Bermudes? Impossible. C'est impossible. Donc, parce que c'est impossible, est-ce que je dois en conclure que c'est forcément surnaturel? Pas du tout. C'est un peu comme si j'essayais d'expliquer tous les accidents survenus le long de l'autoroute 20 en essayant de trouver une explication unique. C'est une utopie. Donc, est-ce que les accidents de l'autoroute 20 sont surnaturels? Pas du tout. Mais si on les prend séparément, chaque incident par lui-même, on va découvrir que dans certains cas, c'est un bris mécanique, dans d'autres cas, de l'alcool au volant, un autre cas, la vitesse. Donc, dans le cas du triangle des Bermudes, si on reprend chacun, pareil, en fait, que ces deux incidents vont se produire en même temps. Donc, pour ce qui est du vol 19, je pense qu'on a un peu notre explication. Et je crois que tous les faits vérifiés, vérifiables, permettent d'accréditer cette version de la US Navy. Est-ce que je peux te poser la question? Est-ce qu'il y a eu plus d'avions disparus ou de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on pourrait dire ça pour expliquer le mystère? Et ça, c'est en fait la grande question. Okay. La réponse à cette interrogation, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus d'incidents dans le triangle des Bermudes. Quand je parle d'incidents, c'est disparition d'avions, disparition de bateaux retrouvés à l'abandon, donc il y a toutes sortes de trucs. Donc, il y a 5 fois plus d'incidents comme celui-là dans le triangle des Bermudes, mais il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de trafic aérien et maritime dans le triangle des Bermudes donc, ça fait que partout ailleurs. Okay. Donc, au prorata, il n'y a pas plus de disparitions dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. Et je trouve ça un peu ridicule, je ne le cache pas, de voir toutes sortes d'émissions ces dernières années. On a vu des émissions sur « Essayons de trouver le mystère du triangle des Bermudes ». Est-ce qu'il s'agirait, par exemple, de nappes de gaz qui remonteraient à la surface, d'un qui pôle entraîneraient magnétique, des bateaux, le pôle magnétique? Non, il n'y a pas plus de disparitions là qu'il y en a au large du Labrador ou au large de la France. C'est simplement parce qu'il y a simplement le trafic est plus dense dans cette région-là du monde qu'ailleurs. Et bien sûr, comme on le sait, quand on regarde chaque automne, il y a le développement de ces tempêtes tropicales qui frappent la Floride et les Antilles. Octobre-novembre, là, c'est assez catastrophique. Alors, où est-ce que ça se produit, ces tempêtes-là? Où elles se développent, ces tempêtes-là? Justement dans le triangle des Bermudes. Posons-nous la question, c'est un endroit qui, somme toute, est excessivement instable sur le plan de la température et qui peut bien sûr expliquer un certain nombre de disparitions. Mais pas juste ça, c'est 4000 mètres d'eau. Tu perds un avion, je veux dire, descendre un sous-marin à 4 km de profond, ça prend de l'équipement. Ça prend de l'équipement, des sous. Exact. Et c'est assez amusant parce que un moment donné, lorsque j'ai enquêté sur le triangle des Bermudes avec les gardes-côtes, eux me disaient, vous savez, M. Page, dans le triangle des Bermudes, il n'y a jamais de disparition inexplicable. Il y a toujours des disparitions insuffisamment documentées. Et l'un d'entre eux me faisait la remarque, il dit, c'est curieux parce que si ce sont des extraterrestres ou des vortex vers d'autres dimensions, ne trouvez-vous pas curieux que c'est toujours au-dessus de l'océan? On n'a jamais vu un train disparaître. C'est toujours des avions, c'est toujours des bateaux, mais jamais un train. Alors là, il faut effectivement se poser la question. Et ce qui est aussi intéressant dans le triangle des Bermudes, c'est qu'on voit ici une mécanique qui est assez propre aux amateurs de mystère. Les amateurs de mystère, que ce soit les extraterrestres, que ce soit les fantômes, que ce soit des disparitions dans le triangle des Bermudes, ils focalisent souvent vers l'idée d'une explication unique. Donc, one size fits all. Ouais, exactement. Donc, comment peut-on expliquer, avec une explication unique, l'ensemble des disparitions dans le triangle des Bermudes? Impossible. C'est impossible. Donc, parce que c'est dit, je crois être au-dessus des Keys. On va voir un deuxième tableau où il situe, lui, son avion. On voit l'avion fantôme où il se trouve probablement, et en dessous, l'avion, là où il croit, lui, se trouver. Donc, il croit qu'il est au-dessus des Keys. Alors là, évidemment, il y a une dichotomie entre ce que la tour de contrôle croit et ce que lui raconte. Alors là, on essaie de le ramener, comme je l'ai mentionné, avec cette longueur d'onde radio. On jigue. Et là, tu vois, un nouveau tableau. On croit vers à peu près 15h, 15h15, on croit que l'appareil a dépassé les grandes Bahamas et il se dirige effectivement vers la péninsule de la Floride. Tout est beau. Tout est beau. Mais Taylor, lui, ne croit pas ça. On voit un autre tableau où lui croit réellement se trouver, toujours à la pointe des Keys, et là, il est persuadé qu'il se dirige vers le golfe du Mexique. Alors, évidemment, l'impensable se produit lorsqu'il décide soudainement de changer de trajectoire et de remonter vers le nord.
comme il se trouve, et là on le voit sur le prochain tableau, comme il se trouve au large de la Floride, entre les Bahamas et la Floride, remonter vers le nord, c'était se diriger vers l'océan avec destination prochaine, la Grande-Bretagne. Donc évidemment, il n'y avait pas une autonomie de carburant qui lui permettait de rejoindre l'Europe. Et comme lui se croit au-dessus des Keys, bien évidemment, pour lui, cette décision-là fait sens. On va le voir, si on regarde le tableau, s'il est au-dessus des Keys, bien évidemment, remonter vers le nord le ramène vers la péninsule de la Floride. Mais comme il ne se trouve pas là, il se trouve en fait du côté est de la péninsule, il va entraîner les appareils beaucoup plus au nord, pratiquement vers la Virginie, là, au large de la Virginie, et on va voir un tableau où on croit à peu près que les appareils auraient pu tomber. Donc, ils sont probablement dans ce secteur-là. Probablement, on suppose que les pilotes ont voulu demeurer groupés ensemble parce qu'ils avaient plus de chances de survivre. À partir du moment où on va faire amérir les 5 avions, on peut se porter secours les uns les autres. Je comprends. Donc, probablement que l'escadron est resté groupé et l'escadron a tenté d'amérir quelque part là, en remontant vers le nord de la Floride, en se dirigeant vers l'Europe. Est-ce qu'on a retrouvé les épaves? Voilà. Donc, la grande problématique avec cette région-là de l'océan, c'est qu'on on déborde du plateau continental et là, l'océan plonge à 4000 mètres de profondeur. C'est la profondeur où se trouve et se trouvait le Titanic lorsqu'on a découvert l'épave. OK, je savais pas ça. Il faut vraiment des appareils, des sous-marins ultra sophistiqués pour descendre à ces profondeurs. Et puis voilà qu'une sorte de coup de dé à un moment donné va faire renaître l'espoir. Tu te rappelles, je crois, c'est 1986, l'explosion de la navette Challenger oui, bien sûr. sur le pas de tir. Oui. En fait, à 1 minute après avoir quitté le pas de tir, elle explose et des débris de la navette vont se répandre un peu partout dans l'océan, au large de la Floride. Donc, on va mobiliser toutes sortes d'efforts techniques, des sous-marins notamment, pour retrouver des morceaux de l'épave de la navette, pour pouvoir essayer maintenant tout le trafic maritime qui vient d'Europe, qui veulent faire des échanges avec la côte ouest, bien évidemment, vont passer par ce canal de Panama. Donc, ça devient une sorte d'entonnoir vers lequel tous les navires marchands vont s'engouffrer pour pouvoir passer au canal de Panama. Et bien sûr, à travers tout ça, il y aura des incidents mystérieux que certains attribueront au triangle des Bermudes. Les gardes-côtes me racontaient également que tu sais que lorsque l'on est, par exemple, à Miami ou à Fort Lauderdale, on est à quelques heures à peine avec un bon bateau, on est à quelques heures à peine des Bahamas. Donc, souvent, l'alcool aidant, probablement, Monsieur X ou Y décide de montrer qu'il y a un gros bateau. Donc, on amène des amis sur le navire et on ne se soucie pas des conditions météo qui se développent au large. Et qui se dégrade rapidement dans ce coin-là. Rapidement, et les gardes-côtes avaient tous à peu près le même discours. On ne plaisante pas avec la mer. Oui, c'est ça. Rien à voir avec le triangle des Bermudes. On ne plaisante pas avec la mer. Exact, donc, si on prend un bateau et on décide d'aller vers les Bahamas, on est peu soucieux des conditions météo qui se dégradent, bien évidemment, il pourra y arriver une catastrophe. Ensuite, trouver un navire abandonné. Évidemment, lorsque le skipper est plus là, on peut supposer qu'il est enlevé par des extraterrestres. Mais il a pu aussi passer par-dessus bord, tout simplement. Il n'a pas avoir été en mesure de remonter à bord du bateau, où il s'est noyé, ou un truc comme ça. Donc, on retrouve un navire abandonné sur la mer. C'est sûr que ça ressemble mystérieux, mais somme toute, 1000 éléments peuvent expliquer pourquoi, 1000 scénarios peuvent expliquer pourquoi le navire a été abandonné. Est-ce que dans ta jeunesse, ça a été des discussions? Je me rappelle très bien de mes tantes qui venaient à la maison, Francine, Ghislaine et compagnie, puis mes oncles, et on avait tous une histoire sur le triangle des Bermudes qu'on avait entendue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc, tu répétais quelque chose que tu avais entendu d'un ami, ce qui crée des mythes extraordinaires. Oui, et le triangle des Bermudes, à mon avis, est probablement dans l'univers du paranormal, c'est sans aucun doute le mythe qui a la vie la plus... En fait, que la couenne la plus dure. Oui. Là, parce qu'on a beau essayer... Tout y résiste. Oui, parce qu'on a beau apporter des explications, et je le sais, là, je pense, les rapports ont été publiés, on sait à peu près ce qui est advenu du fameux vol 19 qui est à l'origine de ce fameux triangle des Bermudes, mais quand on regarde l'ensemble de toute cette documentation-là, je peux t'assurer que demain, encore une fois, on va ramener à nouveau cette histoire du triangle des Bermudes et le mystère de la disparition du vol 19, qui pourtant, depuis 1946, a clairement été expliqué par les autorités navales. C'est fascinant quand même si tu nous pètes un peu notre bulle, on va se le dire. Là. Malheureusement, mais bon. Mais j'aime mieux savoir ça que de commencer à avoir peur, parce que ça m'arrive des fois de prendre... 2 fois dans ma vie, j'ai pris une croisière qui partait de là, de la Floride, et qui s'en allait directement vers les Bermudes. Et je vais t'avouer que j'y ai pensé. Ouais.
Et un jour, j'aimerais peut-être recevoir Michel Barrette, si tu nous écoutes. Michel, qui est un collègue de travail depuis des années. Michel qui a vu des choses lorsqu'il était en croisière sur un bateau qui, je pense, passait par les Bermudes. Ouais, je me rappelle qu'il me racontait d'ailleurs cette anecdote-là. Des lumières au loin, là, c'est ça. Quand il regarde ses compas qui lui indiquent qu'il va à l'est, il arrive à la conclusion que, bien sûr, ses compas sont déréglés. Mais on comprend que les jeunes élèves pilotes qui sont avec lui ne partagent pas son opinion, d'où cette volonté de l'un d'entre eux de s'interposer. Mais malheureusement, Taylor fait la sourde oreille aux commentaires de ces jeunes élèves pilotes et il va continuer de croire qu'il est au sud, qu'il est en fait au-dessus des Keys. Et là, évidemment, ça va entraîner, à partir du moment où il croit ça, on comprend qu'il est perdu. Je t'ai préparé une série de tableaux pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, vers 14h, quand Taylor communique avec Fort Lauderdale, il croit, en fait, on est certain qu'il était au-dessus de la Grande Bahama, donc où on le voit là, il communique, il est à peu près 16h, et c'est là qu'il annonce que lui dit « Je crois être au-dessus des Keys ». On va voir un deuxième tableau où il situe, lui, son avion. On voit l'avion fantôme où il se trouve probablement, et en dessous, l'avion, là où il croit, lui, se trouver. Okay. Donc, il croit qu'il est au-dessus des Keys. Okay. Alors là, il y a évidemment une dichotomie entre ce que la tour de contrôle croit et ce que lui raconte. Alors là, on essaie de le ramener, comme je l'ai mentionné, avec cette longueur d'onde radio. On jigue. Et là, tu vois, un nouveau tableau. On croit vers à peu près 15h, 15h15, on croit que l'appareil a dépassé les Grandes Bahamas et il se dirige effectivement vers la péninsule de la Floride. Tout est beau. Tout est beau. Mais Taylor, lui, ne croit pas ça. On voit un autre tableau où lui croit réellement se trouver, toujours à la pointe des Keys, et là, il est persuadé qu'il se dirige vers le golfe du Mexique. Alors, évidemment, l'impensable se produit lorsqu'il décide soudainement de changer de trajectoire et de remonter vers le nord. Comme il se trouve, et là on le voit sur le prochain tableau, comme il se trouve au large de la Floride, entre les Bahamas et la Floride, remonter vers le nord, c'était se diriger vers l'océan avec destination prochaine, la Grande-Bretagne. Donc évidemment, il n'y avait pas une autonomie de carburant qui lui permettait de rejoindre l'Europe. Et comme lui se croit au-dessus des Keys, bien évidemment, pour lui, cette décision-là fait sens. On va le voir, si on regarde le tableau, s'il est au-dessus des Keys, bien évidemment, remonter vers le nord le ramène vers la péninsule de la Floride. Mais comme il ne se trouve pas là, il se trouve en fait du côté est de la péninsule, il va entraîner les appareils beaucoup plus au nord, pratiquement vers la Virginie, là, au large de la Virginie, et on va voir un tableau où on croit à peu près que les appareils auraient pu tomber. Donc, ils sont probablement dans ce secteur-là. Probablement, on suppose que les pilotes ont voulu demeurer groupés ensemble parce qu'ils avaient plus de chances de survivre. À partir du moment où on va faire amérir les 5 avions, on peut se porter secours les uns les autres. Je comprends. Donc, probablement que l'escadron est resté groupé et l'escadron a tenté d'amérir quelque part là, en remontant vers le nord de la Floride, en se dirigeant vers l'Europe. Est-ce qu'on a retrouvé les épaves? Voilà. Donc, la grande problématique avec cette région-là de l'océan, c'est qu'il fallait que les navires passent complètement au sud de l'Amérique du Sud et remonter de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Okay. Les Amériques, c'est un bloc complet. Du nord, du pôle nord pratiquement à l'Antarctique. Donc, on comprend, c'est impossible à peu près de passer là. Et puis, c'est la raison pour laquelle, dans la partie la plus étroite des Amériques, on a construit le canal de Panama. Donc maintenant, tout le trafic maritime qui vient d'Europe, qui veulent faire des échanges avec la côte ouest, bien évidemment, vont passer par ce canal de Panama. Donc, ça devient une sorte d'entonnoir vers lequel tous les navires marchands vont s'engouffrer pour pouvoir passer au canal de Panama. Et bien sûr, à travers tout ça, il y aura des incidents mystérieux que certains attribueront au triangle des Bermudes. Les gardes-côtes me racontaient également que tu sais que lorsque l'on est, par exemple, à Miami ou à Fort Lauderdale, on est à quelques heures à peine avec un bon bateau, on est à quelques heures à peine des Bahamas. Donc, souvent, l'alcool aidant, probablement, Monsieur X ou Y décide de montrer qu'il y a un gros bateau. Donc, on amène des amis sur le navire et on ne se soucie pas des conditions météo qui se développent au large. Et qui se dégradent rapidement dans ce coin-là. Rapidement, et les gardes-côtes avaient tous à peu près le même discours. On ne plaisante pas avec la mer. Oui, c'est ça. Rien à voir avec le triangle des Bermudes. On ne plaisante pas avec la mer. Exact, donc, si on prend un bateau et on décide d'aller vers les Bahamas, on est peu soucieux des conditions météo qui se dégradent. Bien, évidemment, il pourra y arriver une catastrophe. Ensuite, trouver un navire abandonné. Évidemment, lorsque le skipper est plus là, on peut supposer qu'il est enlevé par des extraterrestres.
mais il a pu aussi passer par-dessus bord, tout simplement. Il n'a pas avoir été en mesure de remonter à bord à bord du bateau, où il s'est noyé, ou un truc comme ça. Donc, on retrouve un navire abandonné sur la mer. C'est sûr que ça ressemble mystérieux, mais somme toute, 1000 éléments peuvent expliquer pourquoi, 1000 scénarios peuvent expliquer pourquoi le navire a été abandonné. Est-ce que dans ta jeunesse, ça a été des discussions? Je me rappelle très bien de mes tantes qui venaient à la maison, Francine, Ghislaine et compagnie, puis mes oncles, et on avait tous une histoire sur le triangle des Bermudes qu'on avait entendue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc, tu répétais quelque chose que tu avais entendu d'un ami, ce qui crée des mythes extraordinaires. Oui, et le triangle des Bermudes, à mon avis, est probablement dans l'univers du paranormal, c'est sans aucun doute le mythe qui a la vie la plus... En fait, que la couenne la plus dure. Oui. Là, parce qu'on a beau essayer... Tout y résiste. Oui, parce qu'on a beau apporter des explications, et je le sais, là, je pense, les rapports ont été publiés, on sait à peu près ce qui est advenu du fameux vol 19 qui est à l'origine de ce fameux triangle des Bermudes, mais quand on regarde l'ensemble de toute cette documentation-là, je peux t'assurer que demain, encore une fois, on va ramener à nouveau cette histoire du triangle des Bermudes et le mystère de la disparition du vol 19, qui pourtant, depuis 1946, a clairement été expliqué par les autorités navales. C'est fascinant quand même si tu nous pètes un peu notre bulle, on va se le dire. Là. Malheureusement, mais bon. Mais j'aime mieux savoir ça que de commencer à avoir peur, parce que ça m'arrive des fois de prendre